Alors on attaque de Brut de Fonderie, je ne sais pas si vous aimez le cinéma, mais il y a Claude Lelouch en France qui a fait un film qui s'appelle, je crois, Tout ça pour ça. Et on va commencer par un avis un peu provocateur sur l'IA générative. Est-ce que l'IA générative aujourd'hui, c'est un peu un remake de Tout ça pour ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on repart dans une bulle un peu comme on a connu en 2008? Donc c'est quelque chose qu'on a connu, on est passé par là. Mais finalement, bulle ou pas, l'Internet a laissé des traces. Je pense qu'on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce que sur l'IA générative, on est sur un sujet aussi qui fait office de bulle, ou est-ce qu'on est sur un vrai sujet de fond, une vraie révolution industrielle qui est en train de se passer? Et ce que j'aimerais, avec votre accord, c'est qu'on y réponde de manière très concrète, avec surtout quels sont les objectifs que vous poursuivez dans cette dynamique-là, et puis surtout, quels sont les premiers résultats que vous observez au sein de vos groupes absolument prestigieux et puis de taille assez massive. On est parti? On y va. Allez, go. Je commence? Ouais. Peut-être je vais commencer par partager avec vous l'intelligence artificielle à la Banque nationale, ça fait plus de 10 ans. On a commencé par des petits balbutiements du côté des marchés financiers, mais rapidement, on a vu la valeur de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, on a plus de 1000 modèles qui sont en production. On a plusieurs brevets qui ont été déposés. Donc, ça a pris une naissance tranquillement, mais ça a pris une ampleur quand même de façon assez importante. Depuis l'éclosion, je dirais, de l'IA génératif, évidemment, la vitesse à laquelle le déploiement et aussi les capacités sont disponibles, je pense que c'est pas une bulle, je pense que c'est une réalité. La vitesse d'exécution, encore une fois, elle est à des années-lumière que ce que pouvait être l'adoption, par exemple, de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Donc, beaucoup de cas d'utilisation qui sont utilisés dans les grandes organisations. Puis, probablement, on a des cas qui sont similaires, mais l'arrivée de l'IA génératif est principalement reliée à tout ce qui est support aux utilisateurs, support aux employés, très axé sur la productivité. Beaucoup d'améliorations également sur certaines fonctionnalités. Par le passé, on parlait d'OCR. Aujourd'hui, on parle d'Intelligent Document Processing, qui est vraiment aussi une accélération au niveau des capacités qui existaient par le passé, mais qui amène des avancées quand même assez importantes. Bon, dans toutes les organisations, il y a des chatbots, il y a plusieurs types de fonctionnalités qui sont utilisées, mais je vous dirais, cette arrivée-là a vraiment accéléré. Puis là, je parle principalement des employés, mais on parle également des développeurs, l'utilisation de GitHub Copilot d'un point de vue de l'adoption, d'un point de vue des software engineers. Vous n'avez entendu parler dans les conférences précédentes, les déploiements de type de copilote qui soient... Copilote, là, je ne veux pas... I'm not a pro Microsoft necessarily, mais vous comprenez le principe là, de l'agent qui supporte l'employé. Il y a plusieurs moutures de ça, plusieurs améliorations. Et à tous les trimestres, je dirais même, il y a des avancées qui sont fulgurantes. Ouais. Donc, je pense que ça devient de facto des outils qui vont être intégrés dans la façon que nos gens vont travailler. Deux mini-remarques avant de passer à Sport Joanne. Je ne sais pas, vous réalisez 1000 modèles en production. Oui. Donc quand on dit que one model doesn't fit all, on s'aperçoit qu'il va falloir manager quand même une tétrachier, passez-moi l'expression, de modèles affectés à des use cases différents. Donc on voit quand même la puissance de frappe. Oui. Et comme tu l'as dit, révolution de l'adoption, parce qu'on n'a jamais vu des taux d'adoption comme ça. Ça fait 10 ans que je fais de l'IA. C'est la première fois où les utilisateurs nous supplient de faire de l'IA. Moi, jusqu'à maintenant, ils ne nous suppliaient pas. Joanne, stage is yours. C'est maintenant ou jamais, là. Non, mais quoi d'ajouter? Parce que la réponse de Julie était très, très claire. Puis je pense qu'en termes d'institutions financières, on est très similaires. IA existe depuis de nombreuses années. Il y a des logiciels et des systèmes de l'IA qui sont implantés pas mal partout au sein du mouvement Desjardins. Mais l'IA générative, c'est la première fois que moi, je vois depuis Internet autant de croissance et d'effervescence autour de ce sujet-là. Maintenant, hein, la question que tout le monde pose, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est du hype? Comme Julie, je ne pense pas que c'est du hype. Je pense que définitivement, quand on voit la grande tendance dans l'industrie, non seulement on a des pilotes, nous aussi, en matière de productivité, efficience, puis on a décidé du côté de Desjardins de se faire la main en disant, il faut apprivoiser la technologie. C'est pas vrai que ce sont des solutions plug and play où on est capable de les prendre. Il y a un moment d'adaptation, puis on va sûrement couvrir ça tantôt. Mais il faut donner le temps de connaître la technologie, se familiariser. Fait que nous, côté efficacité, productivité, aider les employés à mieux jouer leur rôle pour être capable éventuellement d'arriver à des solutions à des membres et des clients. Et c'est pas tout.
La plupart des fournisseurs dans l'industrie, tout le monde intègre des bouts de IA. On a vu hier l'annonce d'Apple qui intègre IA dans le nouveau iPhone qui est là. Fait que tout le monde travaille là-dessus. Des téléphones intelligents, des frigidaires intelligents avec l'IA, des télé, you name it, des matelas. Tantôt, on avait une discussion à propos des couvre-matelas. OK? Ça existe. Des couvre-matelas avec des sensors capables de détecter si on dort bien, si on dort pas bien, avec l'IA. Fait que c'est partout. Ça coûte cher, mais c'est partout. C'est quand même très prometteur, cette histoire de matelas. Je vais rentrer à Paris avec un matelas. Mon épouse va être très intéressée. Bon, ceci étant dit, merci, Joanne, notamment sur le dernier exemple. Deuxième sujet, il y a un sujet qui est fondamental. On parle à deux banquières, deux groupes CIO, de très grands groupes bancaires très prestigieux, encore une fois, avec une notoriété très importante. Ils jouent leur image et ils jouent aussi leur rôle sociétal. Le sujet que je veux poser sur la table, c'est celui de la confiance. Et je veux le poser, non pas d'un simple point de vue éthique, qui est un autre débat, même si on pourrait avoir un sujet éthique avec la confiance, puisque c'est un tout, mais je vais l'aborder de manière très concrète. Sans adoption, sans confiance, il n'y a pas d'adoption. Pas d'adoption, pas d'appropriation, pas d'appropriation, pas de ROI. Donc, quelque part, je positionne l'équation sur un angle qui lie directement à la notion de confiance. Vous êtes des tiers de confiance, indéniablement, les banques sont des tiers de confiance. Et quelque part, je l'associe à cette notion d'adoption et de retour sur investissement. Et ma question, Julie, elle est pour toi. Mais de manière assez concrète, à la tête du groupe, ou du moins dans le comité exécutif du groupe et avec les collaborateurs et collaboratrices, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce qui est déployé in fine sur l'IA générative ou pas est digne de confiance? Ça veut dire quoi concrètement? Je pense que dans un environnement comme le système financier canadien, on n'a pas le choix d'avoir... Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs bureaux réglementaires dans lesquels on doit démontrer et prouver l'utilisation de nos modèles. On doit démontrer fairness by design, ethic by design. Donc, cette rigueur-là autour de l'IA nous pousse nécessairement à avoir, je dirais, une approche qui est peut-être plus risk-averse, excusez mon anglais, mais de vraiment d'y aller de façon étapiste. Et nous, ce qu'on en fait, c'est qu'on le lie avec notre appétit pour le risque et nos frameworks d'un point de vue de risque. Et on a déployé ce que l'on appelle notre guide de l'IA responsable, qui permet à l'ensemble des employés d'avoir la latitude de pouvoir choisir, le cas échéant, si j'utilise l'IA générative dans mon quotidien, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les contrôles et les barèmes que je dois suivre, si je veux faire l'acquisition d'une solution d'IA générative, quels sont l'encadrement qui est nécessaire et qui est requis par l'organisation. Même chose si je veux déployer ou développer des solutions d'IA génératif. Donc, on a un modèle qui a été publié, qui est communiqué à l'ensemble des employés, et on a mis également en place ce que l'on appelle le bureau de l'intelligence artificielle, dans lequel, lorsque les gens ont des questions et ou sentent qu'ils ont besoin d'accompagnement, ils sont en mesure d'être accompagnés parce qu'il y a différents niveaux de maturité. Je vous mentionnais, on a des équipes qui font de l'IA depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ils sont très habitués d'avoir, au niveau des concepts de, par exemple, la sécurité, au niveau des données, au niveau de la protection de la vie privée. Mais il y a d'autres équipes qui sont en développement. Et maintenant, quand on utilise l'IA génératif, c'est un furteur là, dans lequel on peut rentrer de l'information. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire? Et évidemment, en étant également responsable de la cybersécurité, Trust but Verify, donc on fait beaucoup de vérifications, on fait beaucoup également, on lève des flags lorsque les employés ont des comportements qui ne suivent pas nécessairement les alignements qu'on a donnés pour prévenir et pour s'assurer que tout est fait dans un contexte pour lequel on est en mesure de prouver la responsabilité que l'on a comme institution financière. Donc ça, je vous dirais, c'est le volet peut-être le plus important. Mais par la suite, on a aussi beaucoup de travail qui est fait de fond au niveau de l'accompagnement. Donc, on peut se lancer dans le développement parce que c'est fort utile. Ça amène énormément de productivité dans les équipes. Mais on a besoin d'avoir un minimum d'encadrement. Donc, les équipes qui sont en démarrage au niveau de l'IA, ils ont un accompagnement qui est peut-être un petit peu plus robuste que d'autres équipes que ça fait plusieurs années qu'elles l'utilisent.
Mais on joue toujours une banque. La confiance de nos clients, elle est sur la réputation et la sécurité que l'on a des données de nos clients. Donc, c'est toujours ça qui est au centre de nos préoccupations. Et je vous dirais, c'est ce qui alimente l'ensemble de nos activités. Donc, on s'assure en tout temps. Je vous dirais en toute candeur qu'aujourd'hui, on n'a pas déployé de solutions qui sont complètement des modèles d'IA génératifs utilisables par le client. Il y a toujours un humain qui fait une validation parce qu'on veut s'assurer de l'évolution des modèles et on l'a vu, vous l'avez vu certainement comme moi dans le passé, certaines grandes institutions qui, sans la nommer, qui va peut-être tomber en grève ce week-end, qui ont fait les manchettes sur des éléments dans lesquels les modèles ont fait des hallucinations et ont donné de la fausse information à leurs clients. Donc, on demeure quand même assez prudent. Je pense qu'on apprend aussi, malheureusement, de ce que les autres font aussi, et vice-versa, des bons coups qu'ils ont faits également, pour s'assurer qu'effectivement, les données qu'on utilise, les modèles et les résultats sont de confiance. Ouais. Mais, je ne sais pas s'il y a une phrase que tu as dite qui est pas anodine, et que moi, en tout cas, que j'apprécie beaucoup, que je pratique aussi, pour d'autres grands groupes, notamment en Europe, c'est que je pense qu'il faut que les grands groupes explicitent, j'ai bien dit explicite et pas implicite, explicitent les règles du jeu à leurs collaborateurs et collaboratrices sur qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que je pense qu'à la fin des fins, si on ne le fait pas, les gens, en toute bonne foi, vont avoir des activités qu'ils croient de bonne foi, et qui potentiellement peuvent mettre en danger les groupes pour lesquels vous travaillez. Et j'aime cette histoire de transparence, d'explicabilité et quelque part de formaliser de manière explicite un cadre de référence. Voilà ce que nous pensons être juste par rapport au groupe. Exact. Et ça, moi, je trouve ça vachement important. Deuxième idée, après j'arrête là, je pense qu'il faut voir le sujet de la confiance comme une sorte de des poupées russes. La poupée russe, bien sûr, il y a la réglementation, on doit s'y plier, c'est un non-choix, ça, quand on est une banque et comme un autre acteur. Mais en fait, on voit bien que la confiance, il y a aussi une notion d'éthique, il y a aussi une notion de processus, de procédure, de comportement et aussi de plateforme technologique pour être transparent, robuste, explicable, etc. Joanne, j'ai une question pour toi. Lorsqu'on a préparé notamment cette table ronde tous ensemble, il y a un sujet qui est revenu, donc que tu as drivé de manière très forte, c'est le sujet de l'humain. L'humain au centre de tout ça. Et d'ailleurs, c'est revenu souvent dans votre discussion. Mais entre nous, je vais être provocateur, on a toujours besoin de l'humain ou pas dans tout ça? Oui. Okay, la réponse courte, c'est oui. Et pourquoi? Parce que, comme Julie mentionnait, la technologie IA générative est quand même, c'est une technologie apprenante, mais on est au premier balbutiement, là. D'ici les 5 prochaines années, ça va être vraiment intéressant de voir comment le marché va s'aligner. Certainement, d'un point de vue des métiers, il va y avoir une transformation des métiers. Pourquoi? Parce que les métiers qui étaient traditionnels, qui existaient avant, vont peut-être pas exister après, mais des nouveaux métiers vont se créer. La création des algorithmes, la validation des données, s'assurer de l'exactitude, comme tu mentionnais, de corriger les modèles. Oui, les systèmes sont apprenants, mais ça prend des humains pour guider la technologie, pour valider, pour améliorer, pour concevoir même des idées sur l'utilisation. Fait que je pense qu'on est au début d'un mouvement, mais comme toutes les technologies, ça prend des humains en arrière, ça va créer nécessairement des modulations dans les différents métiers, et c'est une bonne chose, ça va créer plein d'opportunités, je pense. Oui, je suis d'accord. Les jeunes aiment ça, hein, c'est très dynamique. Et c'est oui, effectivement. Pas juste les jeunes. Je suis assez d'accord. Les plus vieux aussi. Pour toi, quand on a préparé, tu as mis un sujet sur la table, tu as beaucoup insisté sur l'accompagnement du changement. Insisté. Oui, je tiens à le dire. Il faut qu'il le sache. Sur la conduite du changement. Et en plus, je suis avec toi de 100%. Mais quand on parle de conduite du changement, est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est suffisamment mis en avant aujourd'hui, oui ou non? Mais qu'est-ce que tu entends par conduite du changement? On accompagne qui pour faire quoi et à la fin pour quelle finalité? Je pense qu'il y a un grand élément de changement dans la mesure où l'IA génératif a fait bien peur à beaucoup de groupes d'employés en disant « ça va remplacer mon travail ». Et je n'existerai plus dans la fonction dans laquelle je connais aujourd'hui. Donc, il y a eu une résistance, et il y a toujours une résistance quand on a des changements importants, surtout à la vitesse à laquelle ça se déploie. Ce qu'on se rend compte, je pense, beaucoup, c'est que le travail change. On n'est pas remplacé nécessairement totalement par des modèles, mais vraiment une évolution. Puis, ce que je peux peut-être vous partager, c'est qu'on a fait beaucoup d'avancées dans nos équipes, puis on a fait des activités dans lesquelles des gens qui n'avaient aucune connaissance en technologie ont appris, ont utilisé l'IA génératif et maintenant améliorent leur travail.
Donc, c'est une évolution de ce qu'ils faisaient avant vers quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant pour eux. Puis, les gens sont sceptiques au début parce qu'ils se disent, oui, c'est bien beau, tu dis ça parce que... Mais la réalité, c'est ça quand même. C'est que ça nous permet aussi, l'IA génératif, à mon avis, d'améliorer la productivité et l'efficience des équipes et d'être, les gens de la Banque nationale, ça va résonner avec vous, d'être volume agnostique. C'est-à-dire, on augmente les revenus, on augmente les transactions, mais avec le même nombre d'individus qui peut supporter. Donc ça, je pense que c'est une grande avancée, mais ça demande énormément de gestion de changement. Puis là, je parle d'un type de profil, mais ce profil-là, cette gestion de changement-là, elle est vraie chez les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, c'est vrai chez les développeurs. Donc, tous ces changements-là, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur les humains, l'impact que ça peut avoir sur la transformation, sur les tâches de travail. Puis ça, je pense que c'est souvent, on déploie des outils, puis on se dit, allez-y, mais l'adoption de ça, comment on l'utilise, ça doit être soutenu par une gestion de changement qui commence par une communication claire des attentes que l'on a par rapport à le déploiement de ces outils-là. Ça, c'est clair. Et Jean-Philippe, peut-être j'ajouterais quelque chose à ce commentaire-là. Puis effectivement, ce n'est pas une technologie. Tantôt, j'ai utilisé le terme plug and play. Ça ne l'est pas. Il faut, premièrement, commencer par éviter cette méfiance-là générale qui existe, l'expliquer pourquoi. Exemple, du côté du mouvement Desjardins, on a bien expliqué aux employés qui expérimentaient avec la technologie, on ne fait pas ça parce qu'on veut éliminer vos postes. On fait ça parce qu'on a tellement de travail, puis on veut vous s'assurer que vous faites quelque chose qui est intéressant, puis ça peut vous aider, ça va nous aider à livrer la valeur, parce qu'il y a quand même de la valeur pour une organisation. Une fois que ça, on le dit, quand les gens l'ont expérimenté, puis aux États-Unis, on fait quand même... il y avait un registre qui s'appelait Tech Trends qui parlait qu'il y a eu honnêtement, des défaillances aux États-Unis, parce qu'il y avait des croyances que les gens déployaient la technologie, puis des entreprises ne donnaient pas le temps aux gens de se l'approprier, puis coupaient des postes. C'est pas la chose à faire. Moi, je vous le dis, là, même pour le développement avec GitHub, il faut laisser le temps aux gens d'apprivoiser. Le prompt engineering est important. Il faut qu'ils comprennent comment travailler avec la technologie. Puis ça peut prendre facilement entre 1 mois et 3 mois pour aller chercher les bénéfices qui étaient tant attendus. Fait qu'il faut laisser le temps aux gens de vraiment s'y apprivoiser. Tu as raison par rapport à ça. Les développeurs, c'est vrai, mais c'est aussi pour les gens qui utilisent des fonctionnalités, peu importe que ce soit Google ou Microsoft. Exactement. Tout le prompt engineering, c'est une façon de travailler qui est différente. Puis on dit souvent aux employés, si tu ne t'embarques pas dedans, la personne qui l'utilise depuis 1 an va déjà être en avance sur toi. Donc, utilisez-le. Il faut s'approprier vraiment les façons de faire, parce que ça change nos façons de faire. Bien sûr. Puis les jeunes qui sortent de l'école l'utilisent déjà depuis 1 an ou 2. Donc, ils ont déjà 1 an ou 2 d'avance sur la façon de faire, la façon de réfléchir, la façon d'utiliser les prompts que quelqu'un qui ne l'a jamais fait doit faire du rattrapage. Ils sont IA génératifs natives, finalement. Et donc, ils rentrent dans un monde qui ne l'est pas forcément, donc ça provoque par définition un choc de température. Quelques petites remarques, mais je vais revenir sur le sujet, parce que c'est un sujet passionnant, j'espère qu'il vous intéresse. Parce qu'il nous touche tous entre nous, on va tous y passer. Si vous croyez que vous allez y échapper, vous ne courez pas, parce que ça vous rattrapera. Donc, il vaut mieux l'affronter. C'est comme le surf, l'IA générative. C'est pas la peine de pousser la vague, il vaut mieux apprendre à surfer dessus. Bon, peu importe. Donc, mes premières idées. Je travaille pour un client en France où on a économisé 1 million d'heures de productivité sur 2023. D'accord ? Il y a 35 000 personnes dans les agences, que tu connais très bien, Joanne, un groupe que tu connais bien. On a économisé 1 million d'heures, on l'a analysé avec des métriques, etc. Donc la question qui est suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce million d'heures ? On en fait quoi ? Exactement. Que font les gens ? Les hommes et les femmes sur le terrain, ils font quoi vis-à-vis de leurs clients ? Ils se les roulent ou ils font des choses... non, façon de parler, ces expressions françaises. C'est ça la vraie question. N'y voyez là aucune image... Ce serait malencontreux. Là, je vais être filmé, je pense que je vais rendre mon badge IBM dans la suite de l'événement. Et je cherche un job. Comme ça, le message est passé. Donc, peu importe. Donc, 1 million d'heures, on en fait quoi pour faire plus de conseils, etc. Mais c'est une vraie question, parce que quand on parle de 35 000 personnes, on ne parle pas de 2 gars dans un grenier. Bon, premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, là, c'est le moment promotionnel, préparez-vous. J'ai fait mon 2e livre il y a 1 an, qui s'appelle IA ou Humain, qui décidera le futur. Donc, je vous rassure, si vous l'achetez, vous ne m'enchirez pas. 100% des droits vont à la Fondation Descartes pour les enfants malades. Comme ça c'est fait, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est important, à tout point de vue d'ailleurs. Mais mon sujet, c'est le suivant. J'ai cru pendant 10 ans, je fais l'IA depuis à peu près 10 ans, j'étais en Asie, aux États-Unis, puis je suis rentré en Europe. J'ai cru pendant 10 ans, et je me suis trompé, que la collaboration entre l'humain et l'IA
aboutirait toujours à une performance supérieure à l'IA seul ou à l'humain seul. Oui. Je me suis trompé. Oui. Je me suis trompé. Il y a des cas où l'IA va pulvériser l'être humain et il ne faut pas que l'humain s'en mêle. Il y a des cas absolument contraires où l'humain doit à tout prix garder un contrôle absolu dans ce qu'il fait parce que l'IA va beaucoup moins performer et il ne faut pas que l'IA rentre en jeu. Et il y a beaucoup plus de cas, je pense à la large majorité, où l'IA plus l'humain sera la plus performante. Mais la question, c'est quoi? C'est pour quel cas d'utilisation j'opte pour quel scénario? Oui. Et donc c'est là où on commence à avoir une approche un peu, on prend du recul par rapport au cas d'utilisation et on ne va pas appliquer bêtement, d'une manière systématique, l'IA partout, ce qui serait une erreur. Je ferme la parenthèse, mais je vous laisse ça dans vos têtes. Mais Jean-Philippe, Et oui, je t'en prie. justement pour ce point-là, pensez pas que vous êtes capable de prendre cette technologie et pas avoir ces discussions-là. Moi, je pense qu'il faut avoir ces discussions-là. Ouais. C'est tellement important. Dans le cadre de gouvernance que vous allez mettre en place avec les dirigeants de vos organisations, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Quand quelqu'un pose des questions, quand vous allez rencontrer un groupe d'employés devant eux, puis ils disent « Est-ce que vous avez l'intention de couper mon poste? » Il faut en avoir une réponse. Il faut y avoir réfléchi. Ouais. OK? Fait que c'est important d'avoir ces discussions-là en amont. Tu as absolument raison. Et je pense qu'on est tellement focalisé sur la techno qu'on en vient à oublier l'humain. Oui. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Je reviens, excuse-moi, je ne lâche pas le sujet pour l'instant. Il y avait un gars qui s'appelait Jack Ma, je dis il n'est pas décédé, hein, mais on n'entend plus trop parler malheureusement de lui à cause de peut-être un truc qui ne plaisait pas aux membres. Après le cocktail, ce que c'est. Oui, parce que là je suis je autoproduis des hormones de... Donc ceci étant dit... C'est la chaleur, il fait chaud ici. Non, je suis sûr, j'ai pas besoin de boire, j'ai une grande qualité, c'est que je m'auto-régénère. Mais... oh mais c'est pas possible, c'est infernal avec vous là. Hein. Ah putain, Goéry, je ne reviendrai plus moi. Montréal, c'est fini. Hein. C'est fini ici. Il y a donc, je reviens sur les choses. Jack Ma, à un World Economic Forum, avait été interviewé par une journaliste sur l'humain et la machine, etc. Et il avait dit, on parle trop des hard skills, on ne parle pas suffisamment des soft skills. Et là où l'humain excelle, en tout cas, versus la machine. Alors, cet avis, cette notion d'accompagnement au sens formation du terme, au sens savoir, savoir-être, savoir-faire, comment vous percevez ça au niveau de vos entreprises respectives? Est-ce qu'il faut mettre le paquet aussi sur les soft skills, mais lesquels et comment? Ou est-ce qu'on doit à tout prix se focaliser sur les hard skills? Est-ce que ce sujet, d'abord, est un sujet d'actualité chez vous ou pas? Et quelle est votre sensibilité? Question ouverte. Oh. Mais moi, je peux commencer. Effectivement, je pense que les soft skills sont souvent négligés dans des organisations et c'est une erreur parce que peu importe c'est quoi la technologie, même aujourd'hui, avec l'IA générative, on ne va pas être capable de déceler quelle est l'ambiance dans une salle de conférence, quel était le ton, pas encore, quel était le ton de la rencontre. Fait que les soft skills et l'avantage de l'être humain, c'est d'être capable de déceler intuitivement et de lire l'intelligence émotionnelle qui peut se passer dans des rencontres, dans des salles, dans des réunions, dans des interchanges ou des échanges avec les gens. Fait que je pense pas qu'on est rendu là. Peut-être un jour, ça va peut-être le Cyberdyne, le Terminator qui va venir, mais on n'est pas rendu là encore. Je pense aussi que dans l'adoption de l'IA génératif, on démocratise vraiment la technologie quand même de façon importante. Puis, on a ce qu'on appelle, là, vous pouvez les appeler les citizen developers ou peu importe la terminologie qu'on les donne, mais les gens qui n'ont pas nécessairement des skills techniques, ce qui est encore plus important, c'est les soft skills, puis c'est toute la notion de curiosité, d'utilisation, comment le prompt engineering fonctionne, comment c'est productif. Et ça vient spécifiquement des soft skills. Ça ne vient pas des skills techniques. Donc, cet élément-là, on le voit, je pense qu'il y a plusieurs, on le voit commencer à émerger de plus en plus. Les gens qui sont très performants, l'utilisation de l'IA génératif, c'est des gens qui sont très curieux, des gens qui ont étudié en philosophie, en sociologie, qui sont en mesure de poser les bonnes questions, qui sont aussi performants que des gens qui ont des skills techniques. Ceci étant dit, l'IA génératif s'appuie aussi sur des compétences technologiques importantes. Donc, ça demande quand même encore des skills techniques pour être en mesure, qui évoluent très rapidement, mais qui continuent de soutenir ce type de solution-là. Je vous rejoins à 100%. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il faut un rééquilibrage entre les hard et les soft skills. Et je pense que il y a une question que moi, maintenant, je pose à mes clients, mais qui est un peu brutale, mais j'y crois. Donc, il faut se la poser. C'est...
dans tous vos métiers que vous faites aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, on va pas faire un tour de table, ne vous inquiétez pas, mais ce sera un peu long, mais fondamentalement, si vous ne savez pas répondre à la question suivante, qu'est-ce qui fait dans votre métier aujourd'hui la différenciation? Qu'est-ce qui vous différencie de la machine? Si vous ne savez pas répondre, vous avez un gros problème. Réfléchissez bien à cette question. Clairement, chez toi, c'est ton sens de l'humour. Moi, merci. Je vais me recycler. En fait, je fais du spectacle. L'IBM n'est qu'un prétexte, hein, c'est une image. Bon, mais j'aurais voulu être un artiste, comme dirait l'autre. Bon, ceci étant dit, dernier sujet du jour, auquel aussi je crois beaucoup. Avec le cocktail. Avec le cocktail. C'est le sujet de la mise à l'échelle. Tous les clients pour lesquels je travaille ont une préoccupation majeure aujourd'hui, enfin je dirais, c'est comment est-ce que je mets à l'échelle l'intelligence artificielle au sein de mon entreprise et que j'arrête la mitrailleuse à POC, vous savez, la mitrailleuse à POC, vous savez, qui ne sert absolument, de mon point de vue, à pas grand-chose, beaucoup d'argent perdu, beaucoup d'énergie perdue pour des résultats qui sont, de mon point de vue, au meilleur des cas, médiocres. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour déployer une IA à l'échelle, au sein de grands groupes comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour infuser l'IA et réellement lui donner un pouvoir de transformation vis-à-vis des collaborateurs, des collaboratrices, des clients et des clientes? Ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est sur la table et de mon point de vue en priorité haute en termes de dossiers autour de l'intelligence dite artificielle. Ben, ma question est simple, hein. On fait comment pour mettre l'IA à l'échelle au sein des groupes sur lesquels vous travaillez tous les jours? On fait quoi? C'est parti mon kiki. À qui tu poses la question? Qui vous voulez? Parce qu'il me regarde, puis il te regarde, il regarde Julie, il me regarde juste parce que À toi. vas-y. À moi. Ben, je vais passer après Julie. Mais c'est certain que ça prend un élément de réflexion. Et je dirais, quand on embarque dans l'aventure d'IA générative, assurez-vous d'être bien accompagné. Les partenariats, là, excite-toi pas, là. Les partenariats, C'est le business qui revient, là. sont importants d'aider, de nous faire assister par des gens qui ont déjà passé par là, qui ont déjà monté. Puis le concept de AI Factory, on entend parler, hein, les usines. Il y a des usines d'info nuagique. Là, une nouvelle affaire, c'est les usines d'intelligence artificielle. Ça implique quoi? Quand tu reçois tes requêtes, comment est-ce que tu les priorises? Comment est-ce que tu les analyses? Comment est-ce que tu les traites? C'est quoi le délai de traitement? Comment est-ce que tu vas recevoir? Comment tu vas déterminer la valeur? Fait qu'il y a tout un cycle et des activités qui sont à mettre en place. Et un des clés là-dedans, c'est le talent. Parce que souvent, le talent est difficile à trouver dans ces domaines-là. Fait que là, les entreprises ont un choix de dire, est-ce qu'on prend des gens pour qu'on les forme? Est-ce qu'on se fait accompagner par des partenaires pour assister nos gens, pour mettre tout le monde à niveau? Mais définitivement, le talent est clé et c'est des ressources qui sont difficiles à trouver, je pense. Je ne sais pas, toi, Julie? Oui, tout à fait. Nous, on a décidé d'avoir un modèle où on a ce qu'on appelle un AI Factory, qui est dans laquelle on a tous les principes, les guidelines, les façons de faire, les pratiques qui sont centralisées avec une équipe qui est très spécialisée. Et par la suite, c'est un AI Factory qui est aussi matriciel, c'est-à-dire qu'il y a des gens du CDO, des gens de la protection de la vie privée, des gens de cybersécurité. Donc, c'est vraiment un écosystème dans lequel les demandes puissent varier au niveau de l'accompagnement. Comme je le mentionnais, on est très fédéré dans la façon qu'on utilise l'IA. Il y a des équipes qui sont très autonomes, qui ont énormément d'expertise, qui sont très près de la ligne d'affaires, parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. On ne fait pas de l'IA pour l'IA, on fait de l'IA pour amener de la valeur dans l'organisation. Il faut comprendre les données, il faut comprendre les besoins clients. Donc ça, c'est un modèle pour chez nous qui fonctionne très bien. L'émergence de l'IA génératif amène l'engouement, l'excitation de déployer des solutions. Mais souvent, quand on pose des questions, la solution, ce n'est pas nécessairement de l'IA. Et c'est là où on a besoin vraiment d'avoir un accompagnant et pas se retrouver avec un paquet de solutions qui est déployé un peu partout dans l'organisation. Fait que je pense d'avoir une approche qui est étapiste et sans mettre nécessairement trop de contraintes, parce que ce qui est intéressant avec l'IA génératif, c'est l'exploration, sans nécessairement faire des grandes preuves de concept. Explorer aussi, ça permet de valider, y a-t-il de la valeur ou pas, y en a-t-il plus que je pensais ou pas. Fait que je pense que d'avoir un certain principe directeur puis d'alignement pour le faire, je pense que c'est nécessaire, surtout dans des environnements comme les nôtres où il y a énormément de règles à suivre, on a des comptes à rendre à différents bureaux, donc c'est nécessaire. Mais cette démocratisation-là, cette fédération-là, je pense qu'elle est essentielle. Donc, merci beaucoup d'abord pour votre éclairage. Donc, on voit que le sujet de l'IA à l'échelle ou le sujet industriel, on voit bien que les grands clients comme ceux-là cherchent aussi une efficience opérationnelle. Et là où je vous rejoins également,
c'est que je pense qu'on ne peut pas atteindre l'excellence opérationnelle si on n'opte pas pour un modèle opérationnel adéquat. Et c'est ce que tu appelles, et c'est ce que vous appelez toutes les deux, Cognitive Factory, AI Factory. Ouais. Ça suppose quand même un modèle opérationnel à un moment donné où des gens vont industrialiser le sujet de l'intelligence dite artificielle. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais mettre sur la table un sujet qu'on ne va pas détailler parce que malheureusement le temps est passé à une vitesse folle. C'est que, ok, l'IA c'est bien, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie, même si j'adore, en tout cas me concernant l'IA, je vois qu'on a deux passionnés également, redoutables. C'est que je vous invite aussi à regarder ce qui se passe sur le système, le quantum ou le quantique. Oui. Je travaille pour un très grand client en France, entre autres. On est en train de déployer donc l'IA, ok, ça a été fait depuis maintenant 8 ans, 9 ans, etc. Donc on continue d'accélérer avec l'IA générative, mais on a aussi investigué à partir de 2 ans le quantique. Et les premiers cas d'utilisation qu'on va pousser sont une combinaison entre du machine learning et du quantique qu'on appelle QML, Quantum Machine Learning. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que toute chose égale par ailleurs, avec de la prudence, et il faut être pondéré dans les propos, on est sur une matière très émergente, c'est indéniable. Dire le contraire serait mentir, mais elle est émergente, mais elle existe. Et je pense forcément que les premiers cas d'utilisation, je vous le redis, seront une combinatoire des deux. Donc moi, ce que je pressens dans les années qui vont venir, c'est que les compétences, les talents, comme tu disais à juste raison, autour de l'intelligence artificielle, vont devoir appréhender également le domaine du quantique et vice-versa pour attaquer des domaines comme la fraude, comme l'attrition client, etc. Mesdames, c'est toujours vraiment un plaisir d'être avec vous, vraiment. La préparation était géniale et là, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment à tout point de vue, sur le contenu, sur la valeur et puis aussi sur le style, qui est super. Et un grand merci à vous. Et un grand merci. On se voit au cocktail. Merci on se voit au cocktail. Merci tout le monde.